Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci pour ce nouveau rendez-vous virtuel du CLUSIS en date du 14 juin 2022. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir être attentif à ce que vos micros soient fermés ainsi que vos caméras de manière à pouvoir permettre à nos conférenciers et conférencières de pouvoir vous présenter dans les meilleures conditions le support visuel qu'ils désirent vous soumettre et puis de leur permettre également ensuite d'avoir un suivi qui soit le plus performant possible. Aujourd'hui, on a choisi Metaverse vers un futur virtuel. Quels en sont les enjeux et les perspectives? Et puis surtout, en termes de protection des données, les uns et les autres nous indiqueront également quels sont le regard qu'ils portent sur finalement cette technologie qui est en train de se mettre en place et qui va de l'avant et pour laquelle, en tout cas, nombre d'entre vous être intéressés. Je remercie nos sponsors pour leur fidélité, pour leur présence et de nous suivre à chaque fois, soit d'être présents au travers d'événements, soit être présents au travers de suivis d'événements ou de nous avoir retrouvés lorsque nous étions au Swiss Cyber ou dans d'autres événements présentiels qui ont pu revoir le jour en ce début d'année 2022. Donc aujourd'hui, 3 orateurs, 2 dames qui viennent du Tessin et que je salue particulièrement. Il s'agit de Cristina Giotto et de Madame Francesca Prospero Serza qui chacune vont démarrer l'une après l'autre cet événement. Et puis ensuite, un homme, merci d'être là monsieur, il s'agit de Greg Roy qui lui s'exprimera en troisième partie concernant plutôt sa société et les enjeux qui y sont liés. Je me permets de présenter la première intervenante, donc Cristina Giotto, qui est présidente et directrice de la TED ICT Ticino le Tessin. Merci d'être là. Merci toutes les deux de vous exprimer en plus en français. Je tiens à relever que Cristina conduit depuis 22 ans la TED ICT au Tessin, que c'est une femme dynamique qui a plus de 500 membres dans son association et puis elle collabore avec des institutions, des écoles, des entreprises et des médias de la région. En plus d'être présidente et directrice de la TED, elle a créé, pour ceux qui le connaissent, le projet A TED for Kids. Elle a également piloté les événements Visionary Day dans lesquels le CLUSIS d'ailleurs a participé. Elle était dans les Vox Day Ticino. Et puis alors le sujet qui va particulièrement nous toucher aujourd'hui, c'est le Swiss Virtual Expo. C'est le premier Metaverse Swiss Made qu'elle a conduit, piloté avec d'autres personnes, bien entendu, en relation avec des liens qu'elle a eus avec l'Italie. Alors, Christina, je te donne la parole et je te laisse nous expliquer les enjeux, les tenants et les aboutissants du projet que tu as piloté. Merci Sylvie, bonsoir à tout le monde. C'est Francesca qui va commencer à vous montrer ce on a réussi à créer il y a 2 ans. On a commencé il y a 2 ans et puis maintenant c'est une réalité et on est vraiment très, euh, très content de vous présenter la plateforme. Pour nous, c'est difficile de parler en français déjà devant un écran, mais on va s'appliquer quand même. On demande déjà pardon pour notre français très italienisé, disons comme ça. Voilà. Oui. Oui. Okay. Voilà, on va commencer avec Francesca Cerzo, qui est business developer de Swiss Virtual Expo et elle vient de joindre le team qui est composé aussi avec Luisa Mascello qui est avec moi depuis le début. Voilà. Bonjour aussi. Voilà, aussi. OK, donc on voudrait bien commencer avec, si c'est possible, de donner une définition des métavers, parce qu'on parle beaucoup de ça, et peut-être que c'est un trend, et peut-être que c'est seulement quelque chose qui, je ne sais pas, dans 2, 3 mois ou dans 2, 3 années, on ne parlerait plus. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement le trend du moment, mais c'est vraiment quelque chose qui va changer notre vie et aussi la façon de faire du business.
Donc, il n'y a pas vraiment de définition. Si on va chercher la définition des métaverses dans le dictionnaire ou si vous ouvrez aussi un document Word dans votre portable et vous écrivez métaverse, ça vient rouge parce qu'on a encore assez liberté d'interprétation. Et ça va créer aussi un peu de confusion. Mais ce qu'on peut dire, c'est que métaverse, c'est surtout on peut dire l'ensemble de toutes les applications qui se sont développées à partir du début de l'Internet au début des années 90. Il y a deux changements qui vont influencer beaucoup le métavers. Et un, c'est le changement à niveau des technologies. Et l'autre, c'est un changement à niveau des générations, des nouvelles générations, qui vont créer des répercussions à niveau social et aussi dans la façon de faire du business parce que la frontière entre le monde virtuel et le monde réel va être toujours plus transparente. Et donc, je voudrais bien maintenant faire un petit voyage avec vous pour vous expliquer ou vous montrer ces deux évolutions qu'on a maintenant qui vont influencer fortement la façon de faire du business avec toutes ces nouvelles technologies qu'on peut appeler métavers. Donc, la première, c'est l'évolution technologique. On est maintenant dans le web 3.0. On n'a pas vraiment terminé l'évolution de cet état. Mais ici, le patron, on peut dire la dame de cette phase, c'est surtout la décentralisation des informations et l'ouverture aussi aux technologies, à l'application pour faire des choses. Si on pense par exemple à la blockchain avec des cryptocurrencies, qui c'est possible de gérer des transactions bancaires sans utiliser une banque et on a l'indépendance de faire ça. Il y a des personnes qui parlent déjà de Web 4.0 où la réalité augmentée et tout ce que les big data, ils sont les protagonistes de cet état du web. Et on va aussi parler que chaque personne, il y aura une alter ego digital, oui, de cette personnalité dans le web. Donc c'est une extension de la vie réelle. Mais tout s'est commencé au début des années 90 avec le web 1.0 où on avait des pages Internet assez pas trop jolies, on peut dire, avec des informations. Les buts là, c'était tout simplement de chercher des informations et faire des lectures. Et puis peut-être qu'on avait des liens, mais ça, c'était tout. Et puis, on était passé le Web 2.0 où on a commencé à parler de social media marketing. Avec l'utilisation de réseaux sociaux, les personnes comme nous, on avait la possibilité de créer des contenus pour un large public. Et ici, ce sont tous des nouvelles aussi professions, comme par exemple les influencers, et ils se sont créés toutes des communautés que les entreprises, ils doivent comprendre. Ils doivent faire l'état de participer à cette communauté. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent pas considérer parce que c'est une évolution qui va toucher aussi le business. Donc, ça, c'est l'évolution technologique qui va impacter la façon de faire du marketing, de communiquer. Et le deuxième facteur qui va influencer ou influencer le métavers, c'est ce qu'il y a là, c'est l'évolution des générations. Parce que si on regarde déjà la génération Y, qui a grandi avec la technologie et ils ont vécu le boom de social media où ils voulaient partager tout. La génération Z, qui maintenant, aujourd'hui, ils ont 22, 23 ans,
Ils sont les entrepreneurs du futur. Nee, wel, die had een probleem met de bank. In de bank gaan we meer dan 5 maal meerdere zaken. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Est-ce qu'on peut vous demander de l'éteindre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Excusez-moi, Francesca, je suis désolée. Mais il y a quelqu'un... J'espère que dans les settings, vous pouvez le faire. Oui, on peut le faire automatiquement. Ouais. Donc, je continue. Oui, oui, bien sûr. Pardon. OK. Et dans ce slide, je voudrais vous faire comprendre qu'il y a une évolution aussi des générations dans la façon de communiquer, de parler, de chercher des informations, de s'amuser. Et le Born Digital, c'est la génération alpha, née depuis le 2010 à ce jour. Ils sont déjà habitués à communiquer, à parler avec les machines intelligentes. Si on prend par exemple tout ce que la domotique, pour eux, c'est normal d'utiliser une application dans le téléphone pour faire des actions. Et donc, si on pense à cette évolution, c'est normal qu'aussi après, on doit intégrer par force les technologies, les nouvelles applications qui se sont développées sur l'avancement de la technologie, du web, pour aller toucher cette target. Oui. À côté, il y a cette schéma, oui, cette picture, oui, cette image qui vient depuis un rapport sur le monde digital, et c'est assez récent, ça vient de janvier de cette année, et c'est assez intéressant parce que ici, il va tout simplement prendre en comparaison à la population mondiale, la pourcentage de personnes qui ont, par exemple, un téléphone portable. Et ici, on voit que presque le 70% a un téléphone portable. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'avec ton téléphone, tu peux faire tout, presque tout. Et ça, c'est aussi la façon de vivre de la génération Z, que c'est mobile life. S'ils oublient le téléphone à la maison, ils doivent rentrer à la maison pour les prendre. Ils sont perdus autrement. Et aussi, l'utilisateur de Internet, c'est les 62,5%. C'est beaucoup. Et on estime, on a calculé que presque les 60% est active sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est quoi la conséquence pour les entreprises dans le monde du business? C'est que la façon d'interagir, de s'amuser, c'est changé. Et donc, les entreprises qui font aussi du marketing online, ils doivent comprendre quels sont les nouveaux canaux pour trouver le target de son secteur, de son industrie. Et ça va apporter à une réduction de la frontière entre ce que c'est le monde réel et le monde virtuel. Le marketing aussi, il doit être partout. On va parler de marketing ubiquité, de marketing, si on dit comme ça, excusez-moi. Et donc, on doit vraiment s'ouvrir et penser à une stratégie holistique pour faire le business dans le quotidien. Et donc, le métavers, pour terminer cette partie, c'est surtout un changement, un nouveau paradigme qui permet de communiquer, de faire du business, de faire du marketing, mais aussi, puis on verra plus avant, pour faire aussi des éducations. Qu'il va mettre ensemble toutes les applications qui se sont développées grâce au développement de l'Internet, de la technologie qui s'est développée depuis le début des années 90. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va demander à Christina d'enchaîner. Ou pas? Est-ce que tu veux
présenter l'expérience que tu as fait avec l'Italie. Oui, comme vous voulez. Si vous voulez donner la mot au... Je pensais que c'était toi qui enchaînait avec l'Italie, s'il te plaît. Et puis ensuite, on donnera la parole à Greg. Ah, d'accord, on a changé le programme. Voilà, pour ce qui me concerne, je voulais juste dire 2 mots à propos de la réalisation de Swiss Virtual Expo. On a commencé à travailler à ce projet il y a 2 ans. Au début, c'était juste pour fêter un anniversaire, le 50e anniversaire de l'association. Qui s'occupe depuis il y a 50 ans de la formation et du secteur de l'informatique. Et à la fin, c'était, on désirait donner de la visibilité aux entreprises. Et on a pensé de créer un pavillon qui pouvait justement, comment on dit, il y avait on était en pandémie, comme ça on ne pouvait pas organiser des expos. Alors on a pensé d'essayer un projet justement pour donner de la visibilité. Depuis là, on a compris qu'il y a vraiment plusieurs possibilités d'utilisation de la plateforme. Après, Francesca vous donnera quelques exemples. Aujourd'hui, c'est devenu un projet unique qui s'appelle Metaverse, comme elle a bien expliqué Francesca il y a quelques minutes. C'est clair que ce n'était pas notre mot. Quand on a commencé, c'était seulement disons, de la réalité virtuelle. C'était pas encore, on n'utilisait pas le mot métaverse. Aujourd'hui, on a 12 pavillons, on a des showrooms, on a des areas spéciales. On peut virtualiser n'importe quoi, n'importe quelle situation. On peut réaliser des espaces qui sont comme la réalité, sont parfaitement égales à la réalité. Avec ça, on ne veut pas quand même, Swiss Virtual Expo ne veut pas être remplacer la manière physique, le fait de faire des rencontres, de se voir. C'est pas ça, c'est vraiment de donner une expérience nouvelle et une opportunité, une vraie, si on peut dire, fenêtre vers le monde et depuis le monde. Aujourd'hui, nous, en ce moment, on ne donne pas vraiment les chiffres, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a presque 4000 accès par jour. Et si vous faites un petit calcul, vous voyez que le potentiel est vraiment incroyable, quoi. Parce qu'on n'a pas encore commencé à faire de la pub. On travaille avec, c'est vrai, et maintenant il y a plus que 100 entreprises, il y a des projets spéciaux, il y a des brands assez connus, il y a le train, le Tilo, il y a vraiment la Swisscom, il y a Teaching Online, 20 minutes, on a vraiment des clients importants qui veulent expérimenter. Mais c'est ça, nous, on veut que cette plateforme gagne, disons, la Suisse devient une plateforme suisse, mais on veut que cette plateforme devienne comment on dit, une palestra. Une salle de gym pour les entreprises, pour expérimenter la communication et une manière, disons, différente de faire de la vente, de faire des leçons, disons, pour apprendre la formation.
Et grâce à cette plateforme, alors c'est ça, c'est juste une plateforme qui veut être à disposition des entreprises pour aller vers le futur ensemble en faisant de l'expérimentation, c'est ça. Voilà. Mais on a beaucoup parlé et puis maintenant c'est le moment de voir en 2 minutes ce qu'on a vraiment construit. On va partir, voilà. Voilà. Ça, c'était une vidéo qu'on a présentée à Milan. On était près le House of Switzerland il y a une semaine et on a présenté Swiss Virtual Expo. On nous a contactés depuis l'ambasciata svizzera di Milano comme un des 6 projets suisses plus innovatifs pour cette année. Alors, on a vraiment été gâtés de ça et voilà. Maintenant, on est en train de faire la traduction de tous les contenus qu'il y a dedans la plateforme en français aussi. On est venu à Genève il y a 2 semaines et on a commencé à parler aussi avec l'État de Genève et on voudrait vraiment que cette expérimentation soit possible aussi pour les entreprises qui parlent le français. Mieux que nous, hein. Voilà. En tout Voilà, cas, on vous remercie énormément pour la présentation. Bien entendu, comme toujours, la partie questions est ouverte. S'il y a déjà des questions qui aimeraient être posées, vous avez la possibilité de le faire dans le chat qui… Ah, il n'y a pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Qui n'a pas le son? Non, les micros sont ouverts. C'est tout à l'heure, il y avait peut-être une bande son avec votre présentation. Effectivement, on ne l'avait pas forcément. Pour le moment, écoutez, il n'y a pas de questions. Ce que je voulais relever également concernant Francesca, je voulais quand même rappeler qu'elle a contribué au succès de l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le secteur du SaaS qui est passé
d'un seed round à une série B et qui a été sélectionné par le Forum économique mondial comme l'un des 100 pionniers de la technologie pour l'année 2021. Je voulais quand même relever cela, madame. Souvent, les dames sont trop discrètes et il s'agit de mettre en évidence, malgré tout, les compétences des unes et des autres. Il semble qu'il n'y ait pas de questions pour le moment vous concernant. Ce que je propose, alors, c'est que nous enchaînions avec Greg, si ça peut vous convenir, et puis on reprendra ensuite en deuxième partie les questions. Alors, je vais donner la parole, j'espère qu'il va arriver, à Greg Roy, voilà, CTO et directeur créatif et cofondateur d'Actao, qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie immersive et du jeu en tant que directeur de contenu créatif et concepteur de jeux. C'est bien, on va pouvoir peut-être s'amuser. Et que vous étiez dans tout le concept Rayman et le lapin des lapins crétins, ça va rappeler des souvenirs à certains. Et que BAFTA, vous étiez le meilleur produit pour enfants, on tient quand même à le relever. Vous êtes particulièrement impliqué dans la technologie appliquée du streaming pixel et pour les applications 3D, et vous avez une expérience interactive de qualité, station de travail sur tous les appareils, et vous êtes également les lead tech co-leader de l'EPFL et vous enseignez en art graphique et jeux vidéo sur la création de contenu interactif. Voilà, donc je vous passe la parole et je vous remercie d'être là. Merci à tous. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Absolument, c'est parfait. Super. Super. Merci pour la présentation. Merci à Francesca et à Christina. Il y a des choses qui se recoupent beaucoup, donc on va aller assez vite. Le Metaverse, en fait, une évolution sur plus de 30 ans. Effectivement, comme l'ont dit Christina et Francesca, c'est une évolution sur beaucoup plus de 30 ans. Le nom Metaverse est apparu dans un livre en 1964. Après, DARPA et l'ARPANET en 66 a créé le premier réseau. Ça, c'était aux USA connecté pour que l'Internet vraiment ouvert apparaisse en 83. La première crypto-monnaie, c'était DigiCash en 89, le Bitcoin bien après en 2009. Et on a vu s'ouvrir des plateformes telles Amazon, donc du retail, du e-commerce, voilà. Netflix aussi, du streaming, là, de la consommation de contenu. Second Life, qui était le premier vraiment univers persistant. Ça, c'est important aussi dans la notion de Metaverse. WoW, l'acronyme donc de World of Warcraft, que tout le monde a au moins entendu le nom, et Facebook, la même année. Le Bitcoin, on en a parlé. Puis Fortnite, là aussi, on entend beaucoup parler ces dernières années, notamment avec la puissance d'Unreal Engine et d'Epic Games qui est derrière, donc qui, en plus de produire un moteur de jeu, produit du contenu, en l'occurrence des jeux, mais pas seulement, puisqu'on se retrouve avec beaucoup de crossover, avec des concerts virtuels, avec Ariana Grande. On verra quelques exemples après. Et puis Meta, le nouveau nom de Facebook. Alors c'est important parce que Meta, quand en fin 2021, Zuckerberg prononce Metaverse, bah c'est là où il y a eu un vrai boom pour l'utilisation de ce mot. Mais surtout, c'est un mouvement stratégique de Facebook pour inclure des segments au sein de son Meta que sont le streaming, que sont l'interaction sociale, et on va le voir juste après plus en détail. Les chiffres que vous voyez en dessous, 100 000, 360 millions et plus de 4 milliards et demi, en fait, ce sont les nombres d'appareils connectés à l'Internet. Donc, on voit aussi l'évolution, sachant qu'un appareil de 89 qui était connecté à Internet, il en faudrait au moins 100 pour faire la puissance d'un ordi en 2000 et encore 100 de plus pour la puissance de 2021. Donc, ce qui veut dire que la puissance et l'étendue du réseau est considérable. C'est ce qui permet de commencer à initier le Web 3 et donc avoir une structure solide. Parce que sans structure, eh bien, sans architecture, eh bien, pas de contenu. C'est aussi une hybridation donc, sur plus de 30 ans et on va voir un peu justement comment ça se découpe. Donc l'ADN du Metaverse, déjà, c'est quoi? C'est l'accessibilité. Encore une fois, c'est l'étendue d'Internet avec tout ce qu'il a fait de mieux ou de moins bien, avec nos réseaux sociaux et asociaux. Mais on a l'accessibilité, donc le côté technique et contenu. Qu'est-ce que je vais diffuser et comment je vais le diffuser pour le plus grand nombre? Il y a le côté immersion et diversification avec les mondes virtuels du jeu vidéo. C'est là, on rentre dans de la gamification, dans justement des modes de représentation plus ou moins réalistes suivant le sujet qu'on veut traiter. Et des univers persistants, là aussi, c'est-à-dire que même si je quitte
le contenu, j'y reviens et tout aura avancé. Donc c'est sur une temporalité aussi qui reste constante. Le côté réseau social pour les partages et les datas. Les datas, c'est le nerf de la guerre, pour peu qu'elles soient bien étudiées, parce que qui dit big data dit trop de data. Donc là, partage et data. Les transactions, alors les transactions, elles sont de l'ordre effectivement économique, et on parlera de la blockchain et des crypto-monnaies, mais aussi sur tout ce qui est sécurité des datas et du partage, qui est important. Et enfin, effectivement, les réalités mixtes avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Comment, en fait, on arrive à étendre ces mondes et à augmenter l'immersion. Et la création de valeur, en fait, elle est assez symétrique. L'accessibilité technique et contenu, on parle de distribution. C'est quelle architecture et quel modèle économique. Sur les mondes virtuels, on va plutôt chercher le côté boucle ludique et psychologique d'engagement. Par exemple, quand on développe du jeu freemium sur des apps, on sait qu'on a des boucles de 3 secondes, 10 secondes, 2 minutes, 3 minutes pour intéresser les gens au contenu et qu'ils arrivent à la boucle d'après, ce qu'on appelle micro, médium et macro loop. Donc c'est important en fait pour avoir de la rétention, puisque c'est après sur cette valeur-là aussi qu'on va baser sa réussite en tant que plateforme et sa valorisation en tant que startup, en comptant justement le nombre d'utilisateurs, DAU, MAU, les acronymes de Daily Active User et Monthly Active User, parce qu'il y a une différence entre les utilisateurs enregistrés et les vrais joueurs effectifs ou utilisateurs journaliers et au mois. Elon Musk nous a fait récemment une digression là-dessus avec son rachat Twitter, parce qu'il y avait plus de comptes apparemment qui étaient de faux comptes que de vrais utilisateurs. Et puis bien sûr les algorithmes derrière qui vont permettre de promouvoir et mettre en avant le contenu. Ça, vous le connaissez avec votre fil Facebook ou YouTube ou Instagram, qui a changé d'ailleurs récemment, qui fait que en fait, cet algorithme, on le détermine a posteriori, parce que c'est chasse gardée, personne ne le partage, mais ça permet de mettre en avant plus ou moins des contenus selon à quelle heure c'est publié, combien de fois on a publié, est-ce qu'on a publié régulièrement. Donc voilà, après, il faut essayer de connaître aussi ça pour faire levier. Les volumes de transactions, et enfin la frontière entre le phygital et omnicanal. Comme on nous le partageait tout à l'heure, effectivement, la frontière tend à se réduire, et il y a une sorte de porosité là aussi, d'où le nom, l'acronyme très marketing phygital, mélange de physique et de digital. Ça, c'est Second Life en 2003, donc encore une fois, le premier vraiment univers persistant qui avait vu le jour, donc ça fait presque 20 ans déjà. En termes de représentation graphique, on en était là. Et maintenant, on en est là sur des choses beaucoup plus travaillées. On verra des vidéos plus tard. Des choses plus travaillées et encore une fois, du crossover avec du contenu musical, des stars qui passent. Donc, c'est ultra connecté au sens événementiel. Voilà. Mais pour que ça fonctionne, il y a quand même des piliers. Et les piliers pourraient être donc la distribution et l'interopérabilité. Là aussi, Christina nous en parlait avec la standardisation en Web3, qui est la standardisation en gros de l'autoroute du metaverse. Il y a aussi le cloud computing. Là, c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement, nous, depuis maintenant plus de 5 ans qu'on travaille dessus, puisque ça permet aux gens d'accéder au contenu comme ils accèdent à leur réseau social, c'est-à-dire je clique, j'y suis. Pas de download, pas d'installation, pas besoin d'une course à l'armement en ayant la dernière carte graphique qu'on ne trouve plus parce qu'il y a une pandémie. Voilà, encore une fois, c'est pour que ça soit le plus ouvert possible et rapide possible. Et puis enfin, la standardisation des formats. On en parlait, ça intéressera beaucoup les marques, notamment les industries. Ils ont des AutoCAD, ils ont des fichiers 3D complexes. Comment on peut uniformiser ces formats qui existent, ces assets qui ont de la valeur, qui sont patrimoine de la marque, et comment on peut standardiser ça pour après avoir un déploiement sur le metaverse. Enfin, il y a la communauté et les outils auteurs. Là aussi, précédemment, on nous a parlé des générations Alpha, Z. Effectivement, ils sont très connectés. Et la communauté est importante, c'est-à-dire une communauté et l'Internet, en tout cas les réseaux sociaux, vous font et vous défont.
Donc, c'est très important d'être à l'écoute. Et ce qui est de bien encore avec le Metaverse, c'est que c'est plus comme à l'époque du jeu vidéo. On me remémorait mon travail sur les lapins crétins et Rayman. Quand on faisait une galette, donc le disque, le jeu, il était après distribué en magasin de jouets et vous ne pouvez plus y toucher. Ce que vous avez délivré, c'est délivré ad vitam aeternam. Avec le Metaverse et avec les nouvelles consoles, d'ailleurs, dernière génération, PS5 et autres, vous pouvez toujours intervenir sur le contenu. C'est-à-dire que selon la communauté, vous pouvez améliorer, vous pouvez changer, vous pouvez tweaker, vous pouvez faire ce qu'on appelle du balancing, du fine-tuning. Et du coup, votre contenu reste vivant du moment où vous l'animez. Donc ça, c'est une étape importante. Et en plus, il peut être vivant et s'adapter aux tendances que vous voyez. Le côté multiplateforme est aussi important puisque, encore une fois, il y a de moins en moins de PC qui se vendent, de plus en plus de tablettes et de téléphones. Et il est important que les gens, encore une fois, une notion d'équité, peu importe qu'ils aient un téléphone d'il y a 3 ou 4 ans ou qu'ils aient le PC le plus récent, il faut qu'ils aient la même qualité de contenu, la même qualité de service. C'est important en termes là aussi d'engagement. Et enfin, le contenu personnalisé, c'est-à-dire là, donner des outils auteurs qui permettent très simplement de personnaliser peut-être une partie, on le verra tout à l'heure, peut-être un scénario justement EdTech avec Actao, ou peut-être de personnaliser une exposition au niveau musée ou sur du retail de luxe. Voilà, donner des outils qui permettent aux auteurs. Et c'est là où c'est un peu difficile pour les marques, en plus de l'aspect technique et de tous les liens qui doivent être faits pour saisir l'étendue du Metaverse. Ils doivent aussi faire un outil auteur, c'est-à-dire faire rentrer des tiers dans leur marque, dans leur contenu, en leur permettant d'intervenir pour créer. Donc là aussi, il y a un souci entre les droits, donc le côté IP, le côté modération aussi. Donc il faut être vigilant pour avoir la plateforme la plus saine possible. Et enfin, the last but not the least, la sécurité. Donc avec le nombre de data qui sont envoyés, on l'a vu précédemment, push-pull, faut faire attention, il faut penser à l'architecture très tôt pour savoir quelles données on veut garder, elles sont envoyées où, elles sont stockées par qui, ce qui nous renvoie à la question du cloud souverain. Par qui je veux gérer telle data? Est-ce que le contenu visuel, c'est une partie qui peut être gérée par des grands américains comme GCP, donc Google Cloud, ou AWS comme Amazon, ou est-ce qu'on peut se baser sur des choses plus européennes avec Shadow qui tente des choses avec le groupe OVH. Et puis enfin, tout ça nous amène aussi aux autoroutes du digital, c'est-à-dire qu'on conduit tous là-dessus. Mais les plus grandes failles de sécurité sont justement de notre côté. C'est-à-dire qu'avec tous ces nouveaux outils qu'on peut connecter, interconnecter, il y a des failles. Il y a des failles et il faut être vigilant là-dessus, notamment quand on peut plugger ces portefeuilles numériques, les wallets, ce qu'on appelle les wallets, et qu'on utilise par exemple un logiciel comme MetaMask pour se connecter à d'autres plateformes. C'est pas juste de la crypto, c'est de la monnaie fiat qui a été transformée en crypto. Donc comment je le protège? Est-ce que j'autorise les accès? Avec quel effet sur quelle protection? Ça, c'est important. Sans parler de la spéculation et des effets up and down des crypto-monnaies. C'est encore un autre chapitre. Et enfin, une fois qu'on a vu tout ça, c'est-à-dire vraiment le côté valeur ADN, où ça va piocher, qu'est-ce qu'on reprend de mieux, il y a un truc qui nous semble, nous, assez important, c'est le métier expert qui doit être le noyau vraiment de l'expérience, au sens où, qu'est-ce que je veux faire? Si je suis une marque horlogère, c'est ça et ça que je veux montrer. Si je suis curateur de musée, c'est ça et ça. Si j'organise des événements, voilà, j'ai des objectifs et des particularités. Et la notion d'avoir des outils, de l'interopérabilité, de la modération, de la création, là, ça va avoir, il faut le doser pour avoir justement des interactions plus ou moins faibles ou fortes, pour faire un parallèle avec la physique des particules. Et puis maintenant, on va rentrer un peu dans le visuel, puisque, et rien de mieux qu'un contre-exemple. Par exemple, avec Carrefour, alors vous taperez Carrefour Metaverse dans Google, vous ne serez pas déçus, mais le directeur Alexandre Bompard de Carrefour, qui avec sa société, a acheté un plot vide. Donc un plot, c'est une zone disponible
dans le metaverse sur des sites comme Decentraland ou The Sandbox. Là, c'est The Sandbox. Il l'avait acheté, le groupe Carrefour l'a acheté pour plus de 300 000 €, 200 Ethereum au prix de l'époque, puisque là, tout a beaucoup descendu ces dernières semaines. Mais le rendu et les interactions sont datés. Du coup, il a partagé ça sur Twitter. Il n'y a pas d'adéquation vraiment avec le côté métier RH dont ils ont fait la promotion pour dire c'est notre nouvelle méthode de recrutement. Il y a une sorte d'opportunisme. L'opportunisme peut être bon ou mauvais. Là, en l'occurrence, vu la réalisation, il était mauvais et il a eu le droit à un bad buzz. Je vous montre rapidement. Donc voilà, et quand on parle de génération alpha et de génération X, Y, Z et même de boomers, bien en fait, il y a un regard assez exercé et acéré sur la qualité du contenu, puisqu'on est submergé de contenu, vous comme moi, et dans notre poche maintenant, sur notre téléphone, on a des choses très très bien réalisées. Donc il y a une sorte de standard qui s'établit de manière inconsciente, et du coup, il faut essayer d'atteindre à minima ce standard inconscient. En exemple, alors on a commencé en 2019 avec Actao. Là, on revient vraiment sur le EdTech. Donc, c'est une plateforme qui permet de former au best practice, on va dire en manière de sécurité digitale. Donc, il y a différents thèmes. Tout est en 3D avec des notions de branching scénario, c'est-à-dire que selon l'action que vous allez faire, vous allez avoir une ou deux ou trois ou n voix qui s'offrent à vous. Des utilisateurs tiers peuvent venir pour compléter aussi en multijoueur les séries, les différents thèmes. Il y a des outils auteurs qui permettent en 3 clics de dire que, par exemple, on ouvre tous les services du computer. Donc, par exemple, si je suis la compliance de ma société dit que les ports USB de tous les PC au sein de la société sont fermés, il y a juste à cliquer sur un bouton et tous les scénarios seront automatiquement updatés. Et enfin, en termes d'accès, je vais vous montrer ici. Donc là, on a accès sur la plateforme. Je ne sais pas si vous entendez le son de la vidéo ou uniquement moi. C'était une question? On entend le son, c'est parfait. Ah, d'accord, très bien. Donc là, on accède directement, on l'a vu, à une librairie. Cette librairie, je vais repasser rapidement dessus. Voilà, donc une librairie qui permet, via la gamification, de donner des indications sur les succès, les objectifs qui ont été atteints et sur le succès global par rapport au scénario du thème, là en l'occurrence le thème social engineering. Et en termes, on parlait de diminuer la friction entre le contenu et l'accès au contenu, encore une fois à l'instar de ce que je vis sur les réseaux sociaux quand j'ouvre Facebook. Et bien là, voilà, j'ai juste appuyé, et on le verra ensemble, et le scénario se lance, que ça soit sur tablette ou que ça soit sur PC. Donc là, on utilise, pour toutes nos productions, on utilise Unreal Engine 4 puis 5, parce que ça fait des années on a développé des jeux avec, et là, vous avez l'expérience qui tourne sur tablette et sur PC, avec une customisation aussi du nom, du prénom, suivant la société dans laquelle vous êtes, histoire de vous impliquer un peu plus dans le scénario. Hop. Voilà, avec l'émulation aussi de systèmes comme le smartphone, des envois de SMS, décidément, ça ne veut pas. Voilà. Ce qu'on appelle la backstory aussi, des infos, des éléments en plus qui permettent de débloquer d'autres objectifs. Là, on parle d'attaque DNS. Et puis enfin, tout après, un système dynamique de glossaire, des nouveaux mots que vous avez vus, entendus, appris. Et aussi, encore une fois, ça vient du jeu vidéo, le côté tutoriel auquel on peut accéder à n'importe quel moment. Et de manière instantanée. Et puis là, les choix multiples, on a émulé aussi l'accès, puisque c'est pas juste un scénario qui est découpé, qui est tout seul, mais il est vivant. C'est-à-dire que vous pouvez updater, par exemple, au sein du scénario, les adresses Internet. C'est-à-dire que vous avez une whitelist et une blacklist. Par exemple, si vous voulez que votre scénario soit updaté parce que vous avez un blog, et ben dans le scénario en 3D, à part avoir copié-collé le lien en HTML, vous n'avez rien à faire. C'est automatique et transparent. Donc, pas d'installation pour l'utilisateur. Encore une fois, c'est un modèle comme Netflix. Hein, donc, en termes de technique, hein, je parle.
Donc, c'est du streaming de contenu interactif, donc pas d'installation de logiciel, pas de problème de compatibilité et pas de problème d'update, puisque tout est fait sur les serveurs distants. Voilà pour cette partie. Ensuite, il y a le pendant et l'évolution, là où on est sur l'art. Alors, l'art et le luxe, il y a une certaine proximité, on le voit avec des groupes comme Kering, comme LVMH. Et puis, c'est normal, puisque en termes de collection, de personnalisation, il y a des choses, voilà, si on est sur des grandes marques horlogères, on fait facilement le rapprochement sur les collections, avec aussi les collections des différents curateurs. Donc là, on est aussi sur le même socle technologique qui permet de diffuser du contenu sans installation, mais avec cette qualité. Donc là, on est sur iPad, on se connecte, on commence par une cinématique, on vous prend un peu par la main pour découvrir ce nouveau musée, un musée qu'on a créé avec ma collection de NFT. Et puis là, on dirige uniquement avec le doigt, je bouge à droite, je bouge à gauche, et je clique pour aller à l'endroit désiré. Encore une fois, l'accessibilité tant technologique, technique que d'usage est importante, puisque plus il y a de friction et moins les gens utilisent les nouvelles technologies. C'est ce qu'on a constaté par exemple avec l'AR à ses débuts ou avec la VR, encore maintenant. Voilà, on a ces retours d'expérience, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé l'AR et la VR. Donc technologiquement, c'était très intéressant. En termes de marketing et de business, c'était beaucoup trop tôt. Donc, ce n'était pas bien sur tous les pans, mais ça permet d'avoir du recul sur ce qui fonctionne ou non. Donc là, on voit certaines données qui sont directement corrélées au NFT, qui permettent de donner le prix et l'évolution du trade de cette statue. Et il y a aussi un côté AR. Alors, hop, pardon. Si vous scannez, si vous avez un téléphone à côté de vous, on va faire ça. Donc du coup, vous vivez ça sur votre tablette ou sur votre PC, mais vous te dites « Oh, bah, j'aimerais bien voir ce que ça donne chez moi ». Il va vous suffire de sortir votre téléphone et de scanner le QR code. Donc là encore, on limite la friction. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire le test, je le laisse 5 secondes. Vous ouvrez votre appareil photo. Normalement, Android et iOS le font nativement, donc il n'y a même pas besoin d'installer de choses spéciales. Et en le scannant, vous allez voir le modèle en 3D. Et si vous faites Show in AR, vous pouvez le poser n'importe où chez vous et même changer la couleur si l'envie vous en prenez. Et enfin, the last but not the least. Là, on est sur un metaverse un peu plus complet avec des boucles, un univers persistant, des transactions digitales, comment je plug mon compte. Toujours pareil, hein, avec un contenu sans installation. On arrive à ce niveau de qualité là. Donc ça tourne sur un site, juste une simple adresse internet suffit. Bon, là on a recréé un peu le grand échiquier de Genève. Et là les gens se retrouvent, peuvent communiquer par chat, par voix. On reproduit aussi, là c'est Anna Road Studio, c'est un vrai studio qui existe à Montreux d'enregistrement. Qui est recréé là. Donc là aussi, on diminue la friction entre le réel et le virtuel, puisqu'on peut aller dans ce studio virtuel pour prendre des sessions d'enregistrement, enregistrer de la musique, de la vidéo, tout comme on peut le faire sur le vrai studio. Avec aussi des shops. Et toutes ces boucles-là de transactions et de gamification sont importantes, puisqu'encore une fois, elles vont nourrir votre écosystème, votre proposition, et ça va permettre de mieux connaître vos utilisateurs, et puis du coup d'affiner à moindre temps et à moindre frais. Ce qui est important, parce qu'effectivement, l'investissement peut paraître un peu important quand on est pionnier sur ces nouvelles technologies, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que c'est construit, c'est quelques potards, quelques paramètres à bouger. Donc être le premier permet en fait d'avoir le plus de recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et donc d'être plus efficient. Donc avec différents personnages, des environnements animés et une qualité quasi photographique, en tout cas avec une certaine direction artistique.
Merci à vous. Là, on est resté subjugué par les images. Ben, merci. Du coup, tout le monde est muet. Merci infiniment. J'ouvre la partie questions. Je propose aussi bien à Christina qu'à Francesca de revenir à l'écran avec Greg, tous les trois, et qu'on puisse... On voulait aussi vous montrer un projet lié à la formation. Ah, mais alors Si volontiers. Oui, bien sûr. d'accord. OK, on enchaîne avec ça, avec plaisir. Merci. Adesso dobbiamo... Si chiusa maledizione. Là. I stop sharing, please. Sì, aspetta. On arrive. Pas de souci. Mandamelo in WhatsApp. Ah non, lo apro in WhatsApp, aspetta. On arrive 2 minutes. On Non, il n'y a pas de problème. Parce que... Je combien... regarde- Pardon? Je suis arrivée. OK, je vois qu'il y a une question, on la prendra après. Tu veux démarrer, Christina? 2 minutes, je vais récupérer la Oui, présentation. je peux commencer à expliquer un peu ce que je voudrais vous montrer maintenant. C'est un exemple des applications de la technologie de Swiss Virtual Expo dans le domaine de la formation. Dans une école d'apprentissage d'électricien. D'accord. Donc, cette chose, c'est né à cause des deux besoins. Présentation. La première, c'était que c'est une école qui a deux bâtiments qui sont plus ou moins à 40 km de distance l'un d'autre. Et les leçons sont les soirs à 5h30 et ici au Tessin, il y a un grand problème de trafic. Et donc, c'était presque impossible de faire arriver les étudiants ponctuels, pas stressés à la leçon le soir. Et c'était important de faire cette leçon dans un bâtiment spécifique parce que là, on avait une machine pour faire des simulations avec la lumière. Le deuxième problème, c'était aussi que pendant la pandémie, l'école s'était fermée, on ne pouvait pas faire l'accès et les professeurs n'avaient pas de support digital, on dit comme ça, pour faire les leçons et partager des connaissances importantes avec les étudiants. Et donc, ils ont bien pensé de modéliser une machine qu'ils ont là physiquement pour faire des simulations à niveau de l'intensité de la lumière, qui maintenant, à niveau technique, c'est un peu difficile pour l'expliquer parce que ce n'est pas mon domaine, mais le but, c'était de faire des simulations que selon la chambre, qui c'est un bureau plutôt qu'une maison privée, pour regarder un peu l'intensité de la lumière et puis choisir quelle lumière prend. Installé là. Et donc, si vous voulez, maintenant, je vous montre un petit vidéo. Solo che non parte. Ah, ça marche pas? Attendez. Ok. On essaie. On a des problèmes de connexion, je crois. C'est la chaleur. Mais ça, c'est intéressant parce que dans la pratique, ce qu'ils passe, c'est qu'ils font des leçons en ligne et les professeurs, ils vont montrer un exercice à faire dans la machine. Et puis, chaque étudiant, il a fait le login dans Swiss Virtual Expo. Donc, chaque personne, aussi vous pouvez télécharger l'application sur votre laptop plutôt que téléphone et puis marcher dans l'expo. Ils vont dans le lab de la lumière et ils commencent à répliquer le même exercice que les professeurs il avait expliqué. Oh, scusate, pardon, big screen. Ma lo tengo piccolo perché magari non... Et vous voyez ici, c'est le laboratoire de la lumière qu'ils ont répliqué dans Swiss Virtual Expo.
Et puis, à gauche, il y a toute la partie avec des explications techniques de l'intensité de la lumière, avec aussi une console où on peut choisir les boutons à puiser et aussi la couleur à sélectionner. Et puis, selon les boutons qu'on puise, on a une réaction différente entre ces petites chambres, on peut dire, avec le même objet. Et il voudrait bien, maintenant, on est en train de développer quelque chose de similaire, mais ils l'ont appelé le laboratoire du soleil pour apprendre l'installation des panneaux solaires. Et le but ici, c'est d'apprendre comment on fait l'installation et deux, aussi tous les risques liés pendant l'installation des panneaux solaires. Et aussi la méthodologie, après, c'est la même, de faire une machine, de modéliser une machine réelle dans Swiss Virtual Expo et puis l'utiliser pour faire des simulations. I stop the screen sharing. Et stop sharing, oui. Et puis, si je peux ajouter un troisième et dernier exemple, il y a aussi, toujours avec la même école, pour faire des installations à niveau de l'électricité, les lieux les plus dangereux sont deux. C'est la station de carburant, à cause des carburants, ça c'est assez clair. Mais les premiers, les plus dangereux, c'est la ferme, parce à cause des animaux qu'il y a là, et puis aussi pour les bois. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est de reproduire une ferme dans Swiss Virtual Expo, et puis faire marcher physiquement, on dit comme ça, les étudiants avec les lunettes à réalité virtuelle, et faire des simulations, des exercices pour faire des installations. Et gérer le risque que tout ça va bien. Merci beaucoup pour ces derniers exemples. Là, il y a une question qui vous est destinée, mesdames, qui pose la question suivante. Swiss Virtual Expo tourne sur quelle plateforme cloud, si ce n'est pas indiscret? Avec une partenaire de Swisscom. Toutes les données sont en Suisse, au Tessin. Et on a fait un projet lié aussi à la nouvelle loi de la protection des données et on est aussi compliant du GDPR aussi. L'année passée, on a eu il y avait des entreprises américaines qui voulaient acheter une place dans Swiss Virtual Expo, mais on n'est pas encore prête pour ça parce que quand même, il faut être justement réussir à donner la sécurité que les données vont rester en Suisse. Alors ça, c'est déjà un petit peu plus difficile et on n'a pas voulu que l'entreprise achète une place dans Swiss Virtual Expo. On est très attentif à ça, justement. Et pour Greg, c'est la même question. Dès le moment où un projet se met en route, la question est posée quant à savoir sur quel cloud on retrouve les éléments. Toujours et tout le temps. C'est pour ça qu'il faut être assez... faut anticiper et qu'il faut être flexible. Nous, c'est un peu différent parce qu'il y a la partie données et on a fait le même choix que vous, mesdames, et c'est le bon choix quand on travaille en Suisse avec des gros noms et des grosses sociétés, c'est que les datas restent en Suisse. Point barre, toutes les noms, prénoms, mails, même si après il y a une étude anonymisée des datas, il faut que ça reste en Suisse. Après, vu qu'on diffuse aussi, on push du contenu en streaming, là, c'est là où les serveurs sont disponibles avec des GPU pour effectuer ce style de calcul. Mais on sépare bien les deux dès le début, dès la conception, pour être sûr que l'architecture va répondre à une demande qui est presque instantanée, puisque à l'époque où on a commencé avec mon associé Cécile May, on avait Pictet, le groupe Pictet. Donc voilà, tout de suite, c'est la première question, ou le groupe Richemont. On veut que ça soit aux normes HTTPS et que la partie donnée soit en Suisse. Bon, c'était déjà anticipé. Et quand vos deux premiers gros clients disent ça,
vous savez que ça doit être la base de votre roadmap pour la suite. Voilà. Nous, on est aussi en train d'évaluer la blockchain parce que Greg a parlé des NFT. Nous aussi, on a la possibilité, on veut ouvrir un espace dans un showroom pour donner cette possibilité d'expérimentation. Ça, c'est déjà un petit peu plus difficile, quand même sensible. On va être très attentif à ça aussi parce que ce thème jusqu'à maintenant, on ne l'a pas affronté parce que on sait que c'est pas vraiment, comment dire, c'est difficile de comprendre les personnes qui font ça, quel but ils ont, disons comme ça, et quel argent ils utilisent. Alors, c'est vrai que cet domaine peut offrir la possibilité de gagner beaucoup d'argent, mais pas toujours, c'est du bon argent, disons comme ça. Alors, il faut être attentif et c'est pas facile de trouver la juste entreprise avec laquelle démarrer des projets Et il y a de la spéculation aussi, Ouais. c'est-à-dire on ne sait pas d'où vient l'argent, il y a aussi beaucoup de spéculation, ce qui fait que, contrairement à la plateforme que vous avez montée depuis des années et celle qu'on essaye de faire, c'est qu'il n'y a pas de pérennité. C'est très haut un jour, très bas le lendemain. Or, on est sur des business qu'on espère pérennes et qui scale justement. Donc c'est vrai que, en tout cas pour la partie NFT. Après, pour la partie token, on a des gens qui sont en Suisse comme Solana. Là aussi, il y a des up and down qui est utilisé pour le NFT. Et puis, la technologie évolue, mais il n'y a pas que la technologie qui évolue sur la partie crypto et sur la partie blockchain, parce que c'est pas la crypto-monnaie est qu'une partie de la blockchain. Pour l'éducation, d'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de pusher, vous nous avez montré un exemple, de pusher les certificats ou les validations diplômantes sur la blockchain. Là, il y a un aspect intéressant aussi. Et puis pour la partie crypto et NFT, effectivement, là, c'est un peu plus nuancé. On attend des retours de la FINMA, de la SEC, parce que là, on parle de battre monnaie, qui est quelque chose normalement d'étatique. Donc voilà, là, on est effectivement, vaut mieux attendre de voir et que la réglementation se mette un peu plus à jour et en place avant de foncer bille en tête là-dessus. Mais quand même, il y a la possibilité de virtualiser aussi les machines, industrie 4.0. Ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant parce qu'on peut acheter des imprimantes, faisons l'exemple, on peut les regarder, on peut avoir toutes les informations, mais quand même, on ne doit pas aller à Zurich plutôt que Genève pour l'avoir. On la voit réellement dans le métaverse et on peut voyager seulement une fois pour aller signer le contrat, disons. Il y a vraiment plusieurs possibilités et je crois que c'est le moment justement d'expérimenter, de faire de l'expérimentation, je crois, non, Greg? Parce que si on va pas expérimenter maintenant, c'est clair que les mondes vont devenir plus de monde. Il n'y aura pas que Swiss Virtual Expo ou d'autres mondes, il y en aura beaucoup. Il faudra être dedans dans plus de mondes, il faudra faire les bons choix. Et on doit être à même de les utiliser. Et c'est en ça, tout à fait d'accord, et c'est en ça que l'accompagnement est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre du metaverse à tout prix et le métier expert revient au centre. Vous parliez de formation. Pour l'électricité, c'est spécifique. C'est quoi les besoins? Il faut reproduire physiquement la lumière, les degrés Kelvin ou les candélas, selon quand on est dans la lumière. Si on est sur le secteur du luxe, c'est les matériaux avec les coefficients de réflexion, de réfraction, de brillance, la patine des gemmes, si on est sur des bijoux. Sur l'industrie, c'est des zooms très petits sur les pièces mécaniques, sur les pièces industrielles. Donc il faut vraiment essayer d'utiliser, encore une fois, pour moi, le Metaverse, en tout cas, c'est des outils. Et nous, en tant qu'experts, on va dire, voilà, comme un forgeron de sable de katana, est-ce que tu as besoin de quelque chose qui tranche pour aller sur le champ de bataille ou pour jardiner? L'acier, je ne vais pas le faire pareil. Et bien là, les outils qu'on a à disposition, que ce soit les réseaux, les blockchains, le côté immersif, la gamification, on va savamment le doser
en fonction encore du besoin et du métier expert. Oui, en plus, c'est de la nouvelle formation. Il faut aussi dire ça, qu'avec ces projets, on peut amener aussi de la formation spécifique aux jeunes. On peut donner un travail aux femmes, aux hommes intéressantes dans un domaine qui arrive, c'est clair, de video game, mais maintenant c'est du business. Ils peuvent vraiment faire la différence et apprendre un métier qui c'est le futur, quoi. Alors, une fois encore, la technologie comment on dit, ne prend pas seulement, mais donne des opportunités importantes aussi pour la formation et le futur des jeunes. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup aussi, avec aussi la section des enfants. Quand je vous écoute et quand je vois ce que vous avez présenté, je dirais au niveau de la formation, quelle forme de résistance à l'évolution, je ne vais même pas dire au changement, mais quelle forme de résistance à l'évolution est-ce que vous voyez lorsque vous présentez le concept? Est-ce qu'il y a une résistance? Bah, il n'y a pas vraiment résistance, mais c'est clair que la première demande, question, excusez-moi, c'est combien ça coûte. Alors ça, c'est clair. C'est un moment que il y a pas beaucoup d'argent et les personnes sont prétendent d'acheter les choses sans rien payer. Ça, on peut pas. C'est clair. Nous, on a Francesca a raison, mais quand il y a cette question qui arrive, quand c'est la première question, c'est-à-dire que le contenu est validé. Généralement, ça veut dire qu'on a bien fait le job. Quand la question c'est combien ça coûte, c'est-à-dire que l'affaire est presque faite en termes de pro et de cons, de bons et d'inconvénients de la solution. Mais après, ça dépend aussi des pays. Pour travailler aussi bien sur le secteur plus arabique ou US ou Europe, la formation n'est pas considérée pareil. Aux États-Unis, on a l'habitude de payer pour l'éducation et la formation. C'est moins le cas en France, par exemple. Donc là aussi, c'est pas qu'une question de business quand on a parlé de corps métier, c'est aussi une question de territoire et de mindset, en fait. Est-ce que vous n'avez pas aussi la notion de rôle? Est-ce que dès le moment où vous êtes face à des formateurs, ceux-ci ont le sentiment qu'ils vont être remplacés par le métaverse? Non? Ça pas, non. Ok. Ok. Non, parce qu'encore une fois, on donne les outils pour pouvoir transposer, puisque les formateurs restent les experts de ce qu'ils ont à transmettre. Très bien. Donc du coup, c'est un facilitateur, disons, c'est pas une... Oui, dans le cas de l'école des apprentissages, c'était impossible de faire la leçon sans la modélisation de cette machine dans le métaverse. Parce que l'école s'était fermée pendant la pandémie, il n'avait rien de similaire pour donner cette expérience de simulation, sauf le papier, qui c'est pas la même chose. Oui, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Je regarde s'il y a des questions. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous auriez voulu relever suite aux différentes présentations? Ce n'est pas le cas? Non. On veut sûrement collaborer avec Greg et Cécile. Bon, voilà. Ça, c'est déjà... Ouais, parce que quand même... Je partage la demande. Moi, je voudrais bien peut-être encourager toutes les personnes qui sont là ce soir à expérimenter, de tester ou tout simplement de lire, de participer à des événements comme ce soir pour prendre des informations, pour comprendre qu'est-ce qu'il passe, parce que je crois que c'est important d'être là et comprendre qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui et c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Et donc, aussi tester peut-être, je ne sais pas, de faire un wallet digital et acheter en crypto juste comme ça, just for fun. Et de suivre aussi des forums ou plutôt des groupes dans LinkedIn qui parlent de ce sujet.
Donc, je voudrais bien encourager toutes les personnes à considérer bien les sujets. Oui, parce que quand même, c'est le futur. Disons, c'est déjà le présent, mais sûrement c'est le futur et on ne va pas retourner d'où on arrive, quoi. Et c'est vraiment une opportunité, une possibilité que le virtuel donne au réel, quoi. C'est vraiment quelque chose qui veut pas aller à remplacer la présence et le réel, mais à donner une possibilité de nouveaux business models, parce que on peut vraiment être vu et être, disons, être dedans cette plateforme. C'est clair qu'on va partager. Tous les fois que moi je parle de moi, je fais une faveur à ceux qui sont dedans. On va partager la visibilité, on va partager beaucoup de choses. Et moi, je crois que c'est ça la force aussi d'une métaverse. C'est vraiment d'aller ensemble, de créer de nouvelles synergies et de grandir et de faire du business, parce qu'il y a quand même assez de business pour tout le monde. Et c'est bien de le partager et de penser au territoire, à la Suisse, faire vraiment donner quelque chose, une chance à les jeunes qui vont arriver aussi de travail. Alors, moi, j'y crois. Je pense que ça va apporter de nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Oui. Ça, c'est sûr. Je remercie Greg qui a mis une réponse écrite où la question d'Amina, c'est est-ce que vos solutions vous distinguent, est-ce que dans vos solutions, pardon, vous distinguez les infos personnelles et les infos de comportement? Voilà. Je vous laisse prendre la parole, Greg, pour cette question. Oui, alors je vais juste me relire, ça va être assez simple. Mais pas tout le monde n'a pas forcément vu la question. Les infos personnelles, en fait, dans notre système, hein, après je laisserai Francesca et Christina répondre pour le leur, mais dans notre système, les parties infos personnelles sont GDPR compliant et sont stockées en Suisse, voilà, serveur tier 3. Et pour les comportements, qui sont tout aussi importants pour améliorer le contenu de manière constante, c'est anonymisé, c'est en package, et aucun de ces données, que ce soit les données de comportement ou les données GDPR, ne sont transférées à des tiers. Donc comme ça, c'est au plus simple, au plus clair. Merci. Pour nous, c'est la même chose, mais en plus, nous, on a vraiment une entry level, c'est très vraiment, c'est le nom, le prénom et l'adresse email. Pour le moment, on ne demande pas grand-chose parce que ça, déjà, ça fait comment on dit, une barrière. Alors, parce que les gens ne sont pas habitués et ils doivent s'habituer à jouer avec cette plateforme. Alors, on ne peut pas demander trop des informations, autrement, ça va bloquer l'entrée dans les... Encore une fois, effectivement, on parlait de friction. C'est vrai que plus vous demandez d'informations, plus vous augmentez la friction et vous perdez les gens. Donc, dans la fenêtre de temps qui est accordée de 3 à 5 secondes, puis 10, puis 1 minute, ça ne va pas. Cependant, ça dépend là aussi du business. Si vous êtes dans l'éducation, c'est plus facile de demander des renseignements parce que vous allez personnaliser la formation et les gens sont plus à même, puisqu'ils sont dans l'idée d'obtenir un certificat, de donner de l'information. Quand vous êtes sur plus de l'événementiel, là, effectivement, il y a moins le cas. Donc, par exemple, sur le dernier projet qu'on a montré sur Pluriverse, il y a 2 modes. Il y a le mode vérifié, donc Pluri-Citizen, où là, il y a un Know Your Customer, donc vous devez rentrer, valider votre pièce d'identité, parce que là aussi, on veut créer un parallèle entre le monde physique et digital. Donc, on demande beaucoup d'informations, mais elles sont validées via un process avec validation du passeport de votre identité numérique. Et il y a l'autre mode qui permet moins d'interaction, mais qui est le mode guest, où là, juste je rentre sans donner aucune information. Donc encore une fois, la manière de rentrer dans un type de contenu dépend aussi du business qui est adressé. Oui, vous avez raison. Nous aussi, on est en train d'ouvrir notre salle pour les événements virtuels. Et à côté, on est en train d'ouvrir aussi une showroom dans laquelle on pourrait faire du networking. Alors là, les personnes qui vont entrer savent qu'ils doivent mettre à disposition, c'est clair, leur carte de visite, quoi, au moins.
parce que sinon, ils ne peuvent pas quand même connaître des personnes et échanger des dates. Alors, ça, pour ça, c'est clair, ce sera une petite chambre où on sait qu'on va faire ça, quoi. Alors, nous, on ne va pas donner... et c'est clair que les informations, c'est comment c'est la personne qui est dedans, l'avatar qui est dedans, qui choisit de donner à l'autre ces informations. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on arriverait au terme de notre séquence. En tous les cas, moi, j'aimerais vous remercier et les unes et les uns pour la qualité de vos présentations et d'avoir, je dirais, permis à un certain nombre d'entre nous de découvrir Metaverse, j'imagine pour certains, pour d'autres de réaliser déjà où vous en êtes. Et je suis convaincue que nous reprendrons ce thème prochainement parce qu'il mérite d'être mis en avant et puis d'en montrer les tenants et les aboutissants. En tous les cas, je vous remercie infiniment. Je remercie le Tessin d'avoir été présent. Je remercie Neuchâtel également d'avoir été présent. Je vous souhaite une très bonne continuation, au plaisir de vous revoir et une très belle soirée ensoleillée parce qu'il y a encore quelques rayons qui vous tendent les bras. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne rencontre pour un prochain événement et à très bientôt. Au revoir. Merci à Merci à vous. tous. Au revoir tout Merci, le à monde. bientôt. À bientôt.